Bonjour. Concrétiser un projet par un livre est un heureux aboutissement immortalisé à travers les lignes et ancré définitivement en mémoire par-delà l'espace et le temps. Nous recevons aujourd'hui M. Brahim Ben Youssef, expert consultant en urbanisme et en sciences sociales. Il est docteur en urbanisme et aménagement, possédant plusieurs années d'expérience en enseignement, recherche universitaire et expertise internationale. Il a publié Ishkaliyat al-Umran, le Mzab, parcours millénaire, les défis de l'urbanisation. Il vient de sortir récemment 2 livres, le Mzab, regard d'urbaniste et de sociologie, Pan de culture, regard sur les auteurs. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Dr Brahim Ben Youssef, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir encore une fois, d'autant plus que je vous adresse mes félicitations pour la parution de ces 2 livres. Mesdames et messieurs, le Mzab, regard d'urbanisme et de sociologie, et Pan de culture, littérature, croisée, une magnifique activité qui est passée il y a 2 années. Un an. Moins d'un an. En moins d'un an exactement. Regard d'urbanisme et de sociologie. D'autant plus que vous avez déjà édité le Mzab, parcours millénaire. Peut-on dire que c'est un prolongement ou bien là c'est un nouveau regard sur le Mzab comme entité identitaire? Je pourrais dire que c'est un complément de regard. C'est un complément. Au début, c'était plus une concentration sur les aspects urbanistiques, étant donné que le Mzab, en soi, est un joyau universel. C'est classé monument, c'est classé plutôt patrimoine universel. Il est reconnu par sa valeur urbanistique. Alors, cette fois-ci, j'ai essayé quand même d'apporter un deuxième regard, un double intérêt. C'est l'intérêt sociologique. Pour aborder un petit peu l'histoire sociale d'une façon globale du Maghreb, c'est un prétexte pour parler de notre histoire sociale, de comment nos sociétés sont organisées et furent organisées. Ça nous permet de détecter un petit peu les processus d'évolution et de voir comment cela s'est fait et peut-être trouver des pistes de solutions à partir de ce regard. C'est dans cette perspective. Dans cette perspective. Et puis, on va juste défier, parce qu'il y a les Mzab qui sont en Algérie, ceux qui sont au Maroc. Est-ce que on parle d'une entité de consonance amazigh, justement? Oui. Donc en Algérie, c'est de consonance amazigh. Oui. Naturellement, originellement de consonance amazigh. Parce que les Mzab au Maroc, c'est encore autre chose. Donc on parle d'une entité plus arabe. Exactement, des plaines. Des plaines, voilà. Alors là, il s'agit plutôt des amazirs, des oasis. Des oasis, ok. Et qui sont très, sur le plan linguistique, c'est un langage qui est très proche de celui d'Agadir, par exemple. Oui. Il est très proche. C'est pratiquement, moi, lorsque je parle avec des amis d'Agadir, on parle pratiquement le même langage. Le même langage. Le même langage. Ça, d'une part. D'autre part aussi, Sijli Massa, qui fut autrefois une cité-État et un grand carrefour dans le réseau des échanges transsahariens au Moyen-Âge, est familière aussi au Mzab. Il y a une certaine familiarité du point de vue de la fondation et des origines historiques. Ok. Donc, la famille est mise en valeur, la propriété est mise en valeur, le côté urbanistique, est-ce que tout ça entre en jeu pour valoriser? Est-ce qu'il y a ce côté valorisation justement dans ce regard? Oui. Donc, c'est un modèle d'organisation urbaine qui est reconnu par son génie. Ce génie est déployé dans un art de bâtir, un art architectural, un art d'organiser l'espace et d'aménager d'une façon durable. Et c'est dans cette perspective que j'interroge ce modèle, ce patrimoine, à un moment où le monde vit des crises interminables d'un développement en contresens, qui ne se soucie que très peu de la qualité de l'environnement. Il se fait en contresens de l'environnement et du confort thermique et de tous les conforts
culturelle, par exemple. C'est dans cette perspective. Ok. Alors, le deuxième intérêt, c'est que ce n'est pas un modèle qui est figé ou qui est contenu dans un musée. Ce sont des cités millénaires au goût du jour, qui sont toujours vivantes et dynamiques, et qui ont cette capacité de se renouveler et de s'adapter à toutes les exigences des temps. Des temps, exactement. Je vois ici, Dr Ben Youssef, des représentations d'architecture. Hein. Carrément, vous avez carrément sondé les bâtisses avec des illustrations, comme on peut le remarquer ici, mesdames et messieurs. Est-ce que le but, c'était justement généalogique, c'est-à-dire vous êtes parti jusqu'au fond pour dire c'est quoi les origines de cette architecture? Est-ce que vous êtes parvenu quand même à le définir? À toucher de près ces règles qui président ces fondations. Ces fondations si fantastiques qui n'ont cessé de fasciner les architectes du monde. Oui. Le Corbusier, par exemple. Le Corbusier, c'est ça. Lorsqu'il se trouvait à court d'idées, d'inspiration, il sautait dans son avion pour faire un tour comme ça. Et la chapelle de Ronchamp en France est une inspiration de Mqam Sidi Ibrahim Mzab. Donc Ravero est aussi parmi ces architectes fascinés par le Mzab et qui ont donné beaucoup au Mzab, qui sont inspirés du Mzab. Donc, c'est pour dire que c'est un modèle qui ne cesse d'inspirer, non seulement, ça ne s'arrête pas au niveau de la fascination, mais ça pousse également au ressourcement. Donc, c'est un modèle qui est inspirant et qui peut nous donner beaucoup de leçons et d'enseignements sur la qualité de bâtir, l'art architectural, l'art de bâtir, les procédés constructifs, les types de matériaux, la façon comment l'espace est organisé, est aménagé, répondent, sont des normes, des règles bien précises et qui répondent de nos jours à ce qu'on appelle les impératifs d'un développement durable. Mais c'est magique, justement, parce que comme vous dites, ces impératifs de développement durable, ils sont je ne vais pas dire d'un grand secours, mais ils sont très crédibles pour ces constructions qui sont millénaires, pour les mettre justement en jeu et pour que des organisations comme l'UNESCO puissent s'y intéresser comme des monuments extraordinaires. C'est classé justement, c'est reconnu par l'UNESCO comme étant un patrimoine. Pas loin de maintenant, là, on s'est rencontrés dans la salle avec M. Fouladi, le climatologue, et lorsque je lui ai posé la question, qu'est-ce que vous suggérez en tant que climatologue comme solution à tous ces malheurs qui sont prédits? Il m'a donné la solution qui est d'implanter des ouvrages à l'échelle communautaire, des ouvrages de retenue et de gestion des eaux. Je lui ai montré des ouvrages de retenue et de gestion. On va rebondir sur cette question intéressante. On va le faire après la pause. Mesdames et messieurs, restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, avec notre invité, Dr Brahim Ben Youssef, en parlant toujours de ce livre, Le Mzab, regard d'urbanisme et de sociologie, paru récemment chez les éditions de l'Observatoire Espace Société. On parlait justement de cette solution, de ces ouvrages de retenue. Est-ce qu'on peut continuer justement? Oui, donc il me suggérait des ouvrages pour la retenue de ces eaux, l'emmagasinage, le drainage, et puis que ce soit à l'échelle communautaire, et puis l'aménagement des bassins versants. Des bassins versants. Des bassins versants. Alors, je lui ai montré un petit peu, je lui ai décrit le système millénaire qui est ici. Et qui consiste surtout dans une région hostile, où la pluviométrie est vraiment très avare. Je lui ai suggéré, je lui ai parlé de ce qui existe, par exemple. Ici, comme système, oui. Absolument, c'est un ensemble d'ouvrages qui sont là pour retenir et profiter de la moindre goutte d'eau. Et c'est un système qui remonte, qui est millénaire. Il y a des digues de retenue, il y a des pennes répartiteurs qui répartissent une partie de l'eau qui la draine vers les quartiers, et donc à travers des galeries souterraines. Et en bas de chaque parcelle, il y a une fente qui a été creusée d'une façon calculée proportionnellement à la superficie et au nombre de palmiers, de façon à ce que chaque parcelle reçoive sa part équitablement. De manière équitable. Le reste d'eau est drainé également, passe à travers une digue
vers les plaines d'épandage où il est récupéré à travers les puits et ça alimente donc la nappe phréatique comme réservoir d'eau et le reste est drainé à travers la pente vers les autres cités. Oh, magnifique, c'est un système. C'est un système qui remonte justement, qui est reconnu pour être parmi les indicateurs de ce génie urbain. Puis on mentionnera les XOR et les nouveaux XOR qui sont ici, que vous avez mentionné, des sites qui sont aussi millénaires, qui ont leur beauté archéologique, touristique, faut-il dire aussi. C'est ça, qui inspire de nouveaux XOR, les nouveaux XOR qui s'inspirent parfaitement de ça et qui ne cessent aussi de fasciner le monde. Rien que Tafilet, par exemple, vient d'avoir le deuxième ou le premier prix des villes durables. C'était au Maroc. Récemment, avec l'avènement, si je ne me trompe pas, sur le climat et l'environnement. Oui, je pense que c'était pendant la COP. Je pense, oui. Pendant la COP 22 à Marrakech. Oui, c'est ça. Donc, très bien. Il a décerné le premier ou le deuxième prix. Donc, c'est juste pour dire sur ce plan que c'est un modèle qui n'est pas figé, qui a cet intérêt d'être toujours une source d'inspiration et de nous donner justement tout un certain nombre d'enseignements sur la manière d'aménager et de gérer d'une façon durable l'espace et les ressources. Donc c'est un urbanisme très ami avec la nature et qui continue. Le deuxième regard sociologique sa valeur réside dans quoi de nous offrir à travers le MZAP un prétexte pour identifier un petit peu les mécanismes de fondation de nos sociétés traditionnelles, comment elles étaient organisées, comment la politique était organisée, comment les partis étaient organisés, comment les fonctions spatiales et sociales étaient organisées, comment les conflits étaient résolus et gérés. À l'époque, et puis, comment on est passé de ces modèles traditionnels jusqu'au système plus complexe, comme l'État-nation, par exemple. Alors, c'est ce processus que le MZAP nous offre comme prétexte pour évaluer un petit peu à l'échelle d'Algérie ou même du Maghreb comment ce passage a été fait des modèles traditionnels vers l'État-nation. Ça nous permet donc de revoir un petit peu, d'une façon rétrospective, notre façon d'être. D'être et de vivre. Et d'évoluer, et d'identifier éventuellement les forces et les faiblesses de ce processus, par conséquent, de cibler et d'identifier des pistes de solutions à des maux dont nous souffrons actuellement. Exactement, et puis quand vous le dites, dans cette magnifique région qui est le MZAP, dont vous êtes originaire, si je m'abuse, docteur Ben Youssef. Et puis, c'est là on peut aussi puiser inspiration et force à travers de telles solutions préconisées pour des systèmes traditionnels qui permettraient donc d'irriguer des plaines. Surtout, c'est un lieu désertique aussi, aride. Absolument. Donc, on parle de places où il faudrait quand même insérer le processus du développement durable, quand vous le faites admirablement. Est-ce qu'il y a un autre mot que vous voulez ajouter ? C'est de dire aussi que maintenant, plus que jamais, avec toutes les menaces de réchauffement, je pense que nous avons un grand intérêt à revoir un petit peu ces solutions, d'une part. Et puis, je dis aussi, d'un autre côté, pourquoi ça me fascine de parler un petit peu de ça, c'est qu'à l'ère de la mondialisation, où tout s'effrite, tout se neutralise, tout se banalise, on a un grand besoin de réinventer des forces ou des ressources locales pour enrichir la diversité. Exactement. On a besoin de ça. Exactement. Sans la diversité, il n'y aurait pas d'interaction, et sans l'interaction, il n'y aurait pas de progrès. Non. Ce n'est pas quelque chose que je dis, c'est quelque chose que je répète, qui a été dit par le grand sociologue Weber, qui voyait dans la diversité la source d'interaction, par conséquent d'enrichissement et de progrès. Très bien. Le MZAP, regard d'urbanisme et de sociologie, mesdames et messieurs. Est-ce qu'il y a des projets de promotion pour le livre prochainement, des rencontres ? Probablement oui, des rencontres, peut-être des séances de vente dédicaces. Ça viendra, ça sera annoncé en temps et lieu. En temps et lieu, édité aux éditions de l'Observatoire.
espace et société, les gens qui voudraient l'acheter, qui voudraient l'avoir? Justement, ces séances seront organisées et seront affichées, annoncées, et puis éventuellement en ligne. Il existe déjà comme sous forme e-book Oui. à travers toutes les chaînes mondiales. Donc les gens peuvent rentrer Amazon, etc. sur Amazon, par exemple, ils peuvent... Exactement. Et papier, donc il y aurait prochainement des événements qui seront annoncés en temps et lieu et puis qui passeront à travers les différents créneaux des réseaux sociaux. Très bien. Et puis c'est sûr que dans votre site, l'Observatoire Espace et Société, les gens vont pouvoir le trouver. On va faire une pause et on vous revient. Mesdames et messieurs, restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, avec notre invité, Brahim Ben Youssef. Docteur Ben Youssef, on est arrivé à Pont de culture, littérature croisée, extraite de cette activité l'année dernière. Pont de culture, vous avez eu le plaisir de vous interviewer dans le cadre de Arts et Lettres. Pont de culture, littérature croisée, un regard sur les auteurs composé de certaines sections. On a parlé de Pont de culture, littérature migrante, et puis de voix d'exil avec les illustrations de cette magnifique activité. Puis, il y a aussi les biographies des auteurs invités. Mais d'abord, comment est-ce que vous avez imaginé, comment est-ce que vous avez perçu le faire en tant que livre? C'était la situation qui m'a interpellé, surtout ici au Québec. Je voyais que les fossés se creusaient de plus en plus entre les eux et les nous. Les ripostes, les actions et les réactions se faisaient trop mal à la société et au bien vivre ensemble. Les indicateurs d'une certaine montée de la xénophobie faisaient également nous alerter. Tout ça m'a interpellé pour essayer de proposer une nouvelle démarche. Qu'au lieu à chaque fois d'être en mode d'affrontement, et de crier le racisme, de crier l'obscurité, je me suis dit pourquoi ne pas tout simplement allumer une chandelle, par conséquent révéler les bienfaits de la diversité. Exact. Une façon de faire la démonstration d'un bon visage de l'immigrant et de la diversité et d'aller vers la rencontre des cultures, des pensées, vers les ponts. C'est dans cette perspective, c'est ça. Oui. Alors, le pont, c'est une métaphore que j'emprunte au pont physique qui ont comme fonction principale de relier, de mettre en contact deux bouts de monde. C'est exactement de la même façon. Nous avons affaire ici à des ponts humains qui incarnent la rencontre des cultures et des pensées. C'est ce qui est extraordinaire et qui peut être, à ma façon, la démonstration du bienfait de la diversité aux yeux de la société. De la société. Puis ces auteurs qui viennent d'ailleurs, j'aime bien le passage sur Voix d'exil, si vous permettez que je partage avec nos téléspectatrices et téléspectateurs, mesdames et messieurs. Voix d'exil. Derrière l'exil se cache une lourde et éprouvante aventure qui affecte pleinement l'homme. Déchiré entre des identités multiples, l'exil souvent démarre d'une fuite de quelque chose ou la recherche d'une autre. L'exil se résume souvent à une fuite ou à une recherche sans fuite et se résume parfois à une simple aventure sans début et ni fin. Bref, au-delà de toutes les histoires drôles et moins drôles, l'exil finit par une rencontre. La rencontre peut être plus ou moins agréable, plus ou moins bénéfique, dépendamment de la capacité des humains à s'accepter, à se solidariser mutuellement. Donc l'acceptation et la solidarité qui passent donc, pour les maîtres mots dans ce livre, puisqu'on voit des illustrations. Puis il y a aussi, non seulement il y a l'acceptation, mais il y a aussi l'ouverture, parce que l'ouverture, ça ne vient pas juste de nous, mais de l'autre aussi. Absolument. Absolument. Donc il y a un double message, un message que j'adresse à la société tout entière pour plaider en faveur de la reconnaissance. Exactement. Toutes ces voix qui évoluent dans l'ombre ont besoin d'être reconnues, d'être écoutées. Et cette reconnaissance, elle est motivante quand même pour pouvoir avancer. Absolument. Et puis de l'autre côté, j'envoie l'autre message envers les communautés pour dire voici une façon, au lieu de crier toujours le racisme, pourquoi ne pas être dans le positif et puis de révéler les bienfaits de la diversité et d'aller vers l'autre. Donc c'est un petit peu ce double message que j'essaie d'envoyer dans une perspective de renouer
entre les mondes, entre les cultures, Exactement. entre les pensées, Oui. et puis de produire dans l'inclusion. Exactement. Puis, j'aime bien ça, le monde est une poésie qu'il faut laisser s'exprimer. Vous posez des questions pertinentes, Dr Ben Youssef. N'est-il pas le temps qu'elle se fasse place dans l'espace des lettres au Québec? N'est-il pas le temps que le nom qui résonne d'ailleurs soit reconnu aussi d'ici? N'est-il pas le temps que l'esprit du Québec nouveau s'imprègne de ces nouvelles expressions? N'est-il pas le temps que les médias, et surtout les médias littéraires, leur ouvrent leurs tribunes? N'est-il pas le temps qu'ils soient reconnus dans l'espace littéraire et que leur œuvre trouve place dans les bibliothèques publiques et fasse partie des programmes scolaires et des sujets de débat et des dissertations littéraires dans les écoles? C'est le sujet d'aujourd'hui, Absolument. sujet d'actualité. Absolument. Alors, je pense que c'est tout à votre honneur de poser ces questions. Donc, moi, je suis enchanté de voir que ça s'est transformé en livre, toujours chez les éditions de l'Observatoire, Espace Société. Société, oui. Est-ce qu'il y a des signatures qui s'en viennent aussi? Oui, ça recense pas moins de 50 écrivains qui viennent Oui. d'un peu partout. 50, oui. Et qui sont ici au Québec. Ils ont en commun d'être établis au Québec, d'être des néo-québécois, et puis d'écrire en français et de contribuer De continuer à au contribuer. cœur même de l'identité québécoise dans son volet linguistique, Oui. de contribuer à la promotion de la francophonie en Amérique du Nord. C'est quelque chose d'extraordinaire. viscéral, C'est ça oui. que j'aimerais que les Québécois entendent. Oui. C'est un plus. Voici l'image de l'immigrant. C'est quelqu'un qui apporte un plus et qui vient contribuer. Avec une richesse. Absolument. Alors, se donner les mains, se reconnaître mutuellement et se croiser serait la meilleure façon dans la voie d'un Québec inclusif et dans la voie du progrès. Et dans la voie aussi du progrès, de l'ouverture. On va rappeler le site web, si vous le voulez bien. Est-ce que édition de l'Observatoire Espace et Société ou bien... Oui, oui, c'est ça. Observatoire, espace. Ou bien les gens peuvent juste mettre sur Google Observatoire espace et société. et Société, Et puis ça sort. les gens donc peuvent Absolument. rentrer et voir directement. N'hésitez pas à vraiment le voir. Il y a beaucoup d'auteurs, mesdames et messieurs, et de contacter carrément Dr Brahim Ben Youssef, qui a aussi une page Facebook personnelle, et donc et de rentrer voir à travers Google l'Observatoire Espace et Société. Puis il y a aussi même une page dédiée aux ponts de culture. Oui, Le projet est toujours, comme je dis, est toujours ouvert, il Oui. est extensible, Oui. il est qu'on peut enrichir continuellement. avec une deuxième édition, on ne sait jamais. Absolument. Et puis il y a une nouvelle édition de l'exposition. Cette fois-ci, elle est prévue au mois de mars, à peu près au printemps, à Québec-Ville. À Québec-Ville. Docteur, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup de votre intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine.